La BCE, la Banque centrale européenne qui se réunit jeudi prochain, va-t-elle en faire plus? On en parle avec vous, Nicolas Gottsman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la recherche et de la stratégie et la financière de la Cité. Juste avant de revenir sur cette date du 22 juillet, pour vous, on revient un petit peu en arrière, la revue stratégique, et tout ça est en lien encore une fois avec la prochaine réunion de la BCE, la revue stratégique de la BCE qui a été commentée ici par le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, elle aurait pu être plus ambitieuse pour vous? Qu'est-ce qui a coincé? Je pense que c'est en fait le processus de décision interne à la BCE fait qu'on a besoin de l'unanimité des 25 pour pouvoir avoir une revue stratégique, ce qui veut dire qu'on arrive donc à la nécessité de mettre d'accord tout le monde, ce qui en général dans ce genre de circonstances conduit à un accord à minima, c'est-à-dire que de vraiment trouver le seul point qui permet d'avoir l'accord de tout le monde. Donc on arrive à quelque chose qui est assez peu ambitieux. Effectivement, ça ne change pas vraiment l'orientation de la politique monétaire européenne. Et contrairement à ce qu'on a pu voir, ce qui s'est passé aux États-Unis, où il y a eu un véritable changement par rapport à la stratégie américaine précédente, on n'a pas ce même niveau d'engagement de la part de la BCE. Et pourtant, je pense que malheureusement, le contexte faisait qu'on avait une possibilité de pouvoir changer les choses en profondeur en Europe. Donc c'est plutôt vraiment, malheureusement, une occasion ratée. Ensuite, on ne peut pas accuser l'ensemble des gouverneurs de cette situation-là. Je pense que le processus de décision, effectivement, la nécessité d'avoir une unanimité fait qu'on en est arrivé à ce résultat-là. Et pourquoi elle a acté tout ça avec 2 mois d'avance? Justement, je pense que c'est simplement... elle devait communiquer sur septembre et finalement, ça s'est sorti là en fin de semaine dernière avec surprise. Peut-être simplement parce que c'était la reconnaissance du fait qu'ils n'arriveraient pas à aller plus loin. Il y avait une ambition de faire ce qu'on appelait, ce qui a été mis en place notamment aux États-Unis, ce qu'on appelle une make-up stratégie, c'est-à-dire une stratégie de compensation des pertes passées, c'est-à-dire de prendre en compte l'inflation qui a été ratée au cours soit de la dernière année, soit des années précédentes, de pouvoir corriger cela en acceptant une inflation supérieure pendant un moment, à sorte de corriger l'ensemble de ce qui avait été perdu. C'est les Américains, ça. Voilà, c'est ce qu'ont fait les Américains. Donc ça, en fait, c'était clairement sur la table, notamment Christine Lagarde l'avait indiqué dès septembre de l'année dernière à travers un discours. D'autres gouverneurs avaient justement demandé ce type de stratégie qui permettait d'avoir en fait simplement une stratégie qui permettait de combler lorsque vous avez une crise. En fait, l'idée c'est de compenser l'intégralité de ce que vous avez perdu pendant la crise. Et après, une fois que vous avez compensé cette partie-là, vous revenez à une trajectoire plutôt à un rythme de croisière. Donc ça, c'est ce qui a été mis en place aux États-Unis. Et malheureusement, c'est ce qu'on n'a pas réussi à obtenir en Europe parce qu'il y a eu certains gouverneurs qui ont bloqué, on va dire, cette formule-là. Alors que justement, ça permettait la reconnaissance de ce qu'on avait eu, notamment lors du lendemain de la grande crise financière de 2008. C'est que aux États-Unis, notamment, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas eu une stratégie qui avait permis de compenser l'intégralité, ou en tout cas pas suffisamment rapidement et de façon pas assez vigoureuse, la crise qui avait eu lieu. Du coup, ils ont voulu changer ça pour avoir un instrument qui leur permettait de corriger fortement et rapidement une période de crise. Et malheureusement, donc, c'est ce qu'on n'a pas réussi à mettre en place en Europe. Donc on continue avec un système qui est malheureusement assez peu adapté à une période de crise. Ouais. Alors la prochaine réunion de la BCE, c'est jeudi prochain, le 22 juillet. On sera au cœur de l'été, dans la torpeur de l'été. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette réunion pourrait peut-être réserver pas des surprises, mais on pourrait assister à des annonces. D'ailleurs, Christine Lagarde, dans une interview à Bloomberg, a dit que cette réunion sera intéressante. Donc on pourrait... Oui, je pense que en fait, et elle l'a confirmé, elle vient de donner une interview aussi au Financial Times qui a été publiée ce matin. Effectivement, je pense que les conditions sont réunies pour avoir le début de la fin de l'unanimité au sein du Conseil des gouverneurs de la BCE sous le mandat de Christine Lagarde. En fait, je pense qu'il y a simplement une reconnaissance du fait que certains membres ne veulent pas avancer plus avant. Donc, c'est ce qu'on a vu lors de la revue stratégique. Et voilà. Et du coup, là maintenant, vu que la réunion du mois de juillet ne nécessite pas l'unanimité, mais uniquement la majorité, on pourrait avoir une espèce de vengeance, on va dire, de ceux qui voulaient aller plus loin dans la revue stratégique. Dont le gouverneur de la Banque de France, dont Christine Lagarde, enfin toutes les colombes, quoi, en gros. C'est ça, c'est les colombes contre les faucons. Ensuite, il ne s'agit pas d'exagérer ce mouvement-là, mais en gros, et notamment elle l'a dit et répété ce matin dans son interview du FT, c'est qu'elle assume maintenant la fin de l'unanimité. Et donc, c'est une espèce de reconnaissance que les gens ne sont pas d'accord et que maintenant, on va essayer d'avancer avec les moyens qu'on a, même si ce n'est pas forcément les moyens qu'on avait espéré avoir stratégiquement. Mais maintenant, on a quand même, on va dire, des moyens qui permettraient d'imposer une politique monétaire qui soit un peu plus agressive pour la suite. Elle pourrait annoncer plus de choses, plus dès juillet, là, dès le 22 juillet. Elle pourrait en faire plus en termes de politique monétaire en restant dans le cadre de son nouveau mandat.
En fait, je pense que bizarrement, la force de la BCE aujourd'hui, c'est sa faiblesse passée. C'est-à-dire que lors du mois de juin, on a eu une annonce donc du Conseil des gouverneurs qui était de dire, eux, ils anticipent une inflation qui est de 1,4% pour 2023. Or, le mandat de la BCE, même avant, était d'avoir une inflation proche mais inférieure à 2% à moyen terme. Avant, ouais. C'était avant. Et donc, même à 1,4% donc à 2023, ils étaient déjà en dessous. On n'y était pas. Donc, ils avaient déjà les moyens d'en faire davantage et même personne ne pouvait comprendre que la BCE n'en fasse pas davantage. Aujourd'hui, son mandat, c'est 2%, et alors qu'on est à 1,4%. Donc, ils ont tout à fait la latitude d'imposer plus en termes de relance et de soutien à l'activité, ou enfin en tout cas de communication sur ce qui doit être fait, qui permettrait justement d'arriver à cet objectif de 2%. Donc là, pour ça, il y a plusieurs moyens d'y arriver. Vous avez donc là, il y a le plan du PEPP, donc qui est un plan de rachat d'actifs. Le plan d'urgence pandémique qui est censé, sont des rachats d'actifs jusqu'au mois de mars 2022, 1850 milliards depuis le début de la crise. Elle pourra annoncer son prolongement, une rallonge, ou c'est prématuré? Alors, il y a plusieurs choses. On pourrait effectivement donc annoncer soit une rallonge, soit un allongement. Mais le problème, c'est qu'on est depuis le début, ce plan-là a été lié en fait au retour du PIB européen à son niveau d'avant-crise, en considérant qu'à partir du moment où on sera revenu au niveau d'avant-crise, eh ben, on pourra arrêter ce programme. Donc, on va dire sur la logique de ce programme-là, on pourrait effectivement se dire que finalement, puisqu'on devrait arriver en fait à revenir au niveau du PIB d'avant-crise dès la fin de cette année, eh ben, il est probable qu'on pourrait en terminer avec ce programme, mais par contre, on pourrait faire la relance, non pas sur le PEPP, mais sur le programme APP, donc qui lui est le programme de rachat d'actifs qui était déjà mis en place, de façon plus structurelle au niveau européen, et donc de faire passer ce qui est arrêté d'un côté, et ben de le transférer de l'autre côté, et avec une autre communication sur ce qu'on appelle le forward guidance, c'est-à-dire de lier à la réalisation de certains résultats la mise en place de ce programme-là. Et là, on pourrait changer donc la communication, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on disait on veut revenir au niveau du PIB d'avant-crise. Maintenant, ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est de dire, eh ben, en fait, on voudrait revenir à la trajectoire de croissance qu'on avait avant crise. Et ça, qu'on aurait eu s'il n'y avait pas eu la crise. Qu'on aurait eu s'il n'y avait pas eu la crise. Et ça, c'est exactement la stratégie américaine. C'est la stratégie américaine, mais qu'on pourrait éventuellement importer ici. Ensuite, il va y avoir évidemment une lutte au sein du Conseil gouverneur pour arriver à quelque chose qui, certains n'en veulent pas de ce type de stratégie, mais je ne vois pas fondamentalement, en fait, qu'est-ce qui pourrait, on va dire, empêcher ceux qui veulent arriver à un tel résultat de mettre justement cette communication au sein du Conseil gouverneur, et ce qui permettrait d'avoir une politique qui soit plus agressive au niveau européen. Ouais. D'ailleurs, Christine Lagarde qui l'a avoué en disant que ce plan d'urgence pourrait évoluer vers un nouveau format. Donc c'est un peu énigmatique, mais on comprend bien qu'il va y avoir une espèce de transformation des outils actuels en tout cas pour poursuivre ces rachats d'actifs. C'est ça, et je pense que l'important maintenant, c'est de se dire, voilà, on avait un plan qui était calibré pour la pandémie, donc pour une période de crise. À partir du moment où vous considérez que vous sortez de la crise, eh bien, vous avez besoin de quelque chose qui soit un outil plus structurel, et donc qui conviendrait plus au programme de APP, et donc ce qui serait assez logique dans cette volonté-là de la part du Conseil gouverneur. Et ce qui permettrait surtout d'avoir une visibilité qui soit beaucoup plus de long terme, parce que pour le moment, le marché, tout ce qu'il a eu à se mettre sous la main, c'était donc ce programme de PEPP. Or, contrairement aux États-Unis, on avait une limite qui était fixée dès le départ en termes de montant et en termes de date. Donc, à partir du moment où vous connaissez la date de fin, soit sur le montant, soit sur la date, eh ben vous pouvez vous dire que vous avez un niveau de confiance jusqu'à ce que la date soit atteinte. Mais après, vous avez une incertitude. Alors qu'au contraire, aux États-Unis, quand vous dites dès le départ, en fait, on veut mettre un programme en place qui n'a aucune date limite et aucun montant limite, et vous limitez seulement son application à la réalisation de certains résultats, et ben vous avez beaucoup moins d'incertitude sur la suite. Donc c'est ce qui pourrait être mis en place au niveau européen, et ça permettrait d'avoir une communication qui soit plus efficace, plus lisible pour les marchés, plus lisible pour les entreprises. Qui t'a passé en force pour Christine Lagarde, qui pourrait se draguiser un peu pour le coup? Oui, je pense que, enfin, il y a un moment, il faut quand même reconnaître que les membres les plus faucons, eux, ne veulent rien entendre, ils veulent pas avancer d'un iota. Donc, à partir du moment où vous reconnaissez que les gens en face veulent pas avancer, eh ben, parce qu'elle a toujours été un peu dans le consensus de vouloir avancer en mettant un maximum de gens autour d'elle. Oui, c'est ça, et je pense que c'est tout à son honneur. C'est tout à son honneur depuis le début. Effectivement, Mario Draghi n'avait pas cette volonté-là, sans doute parce que justement, il avait reconnu que certains membres ne voulaient pas avancer.
quand vous reconnaissez que certains ne veulent pas avancer, qu'ils veulent rien entendre, et ben vous dites que vous devez agir politiquement d'une autre façon. Et voilà. Et donc c'est peut-être qu'elle est en train de reconnaître aujourd'hui, de s'en rendre compte. Et enfin, je pense qu'elle le savait avant, mais qu'il y a un moment, ça suffit. Et donc il faut avancer. Et tant pis si certains membres ne seront pas d'accord. Et on aura l'occasion de voir donc lors de la réunion du 22 les déclarations qui s'en suivront pour voir quels sont les gouverneurs éventuellement qui veulent s'opposer à cela, ou éventuellement s'ils arrivent à gagner la majorité. Donc ça, on verra. Il y a aussi un processus de décision et de vote qui est quand même particulier au sein de la BCE. Donc on verra comment ça se passe. Et ce sera aussi également le moyen de reconnaître quels sont les rapports de force actuels au sein du Conseil des gouverneurs. Donc le 22, ça sera un peu la revanche des colombes sur les faucons suite à, encore une fois, cette revue stratégique qui nécessitait effectivement l'unanimité. Ça pourrait l'être, mais je pense qu'il y a vraiment un moment où il faut se rendre compte de la situation. Si je regarde, par exemple, la croissance depuis la crise de 2008, entre 2008 et 2019, aux États-Unis, on a eu 23% de croissance. En Europe, on a eu 8,9%. Donc, on a 40% de la croissance américaine a été réalisée en Europe. Et donc ça vient du monétaire ? Ça vient pas seulement du monétaire ? Ça vient beaucoup du monétaire. Et quand vous regardez ensuite les prévisions qui sont faites pour les années 2020, 2021, 2022, on a une prévision pour la zone euro qui est à 2,4% de croissance sur ces 3 années contre 8% aux États-Unis. Donc là, on est retombé à 30% du résultat américain. Donc il y a un moment où vous devez quand même reconnaître qu'on est vraiment en retard sur la situation américaine, qu'eux font davantage que nous pendant la même période, et que justement ce processus de revue de politique monétaire était justement calibré pour pouvoir se rendre compte. Oui, mais une occasion manquée à vous écouter. Oui, c'est ça, c'est une occasion manquée. En fait, la question, c'était vraiment pourquoi les banques centrales n'ont pas réussi à soutenir de façon plus vigoureuse nos économies, et américaines et européennes, suite à une crise. Les États-Unis ont reconnu que leur système d'inflation targeting n'était pas efficace dans ce cadre-là, donc ils en ont changé. Nous n'avons pas réussi à changer ça au niveau européen. Donc, quand vous constatez cette situation-là, et moi je pense que c'est maintenant aux colombes, enfin ce qu'on appelle les colombes, mais ce qui me semble être juste consensuel aujourd'hui, de prendre la responsabilité et de mettre en minorité les faucons en Europe pour qu'on puisse avancer ensemble. Allez, explication et point de vue signé Nicolas Gottsman, responsable de la recherche et de la stratégie à la financière de la Cité. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.